Clubic.com présente, en partenariat avec mo5.com, Antiquitech, l'émission qui ravive la mémoire en Technicolor. Bonjour, en 1988, Nintendo domine le marché des consoles de salon avec sa NES, mais le constructeur doit réagir. Sega vient de sortir sa Mega Drive, une console 16 bits beaucoup plus puissante que la NES. Les fans devront prendre leur mal en patience, la bombe de Nintendo se nommera Super Famicom et sortira finalement 2 ans plus tard au Japon. Le succès est immédiat dans l'archipel et en fin de vie, la console dominera la génération des machines 16 bits. Quelles étaient ses forces et ses faiblesses, à quoi ressemblaient les jeux, c'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Douglas Alves, historien du jeu vidéo. Alors Douglas, bonjour. Bonjour. Alors dans cette émission, on va parler de la Super NES, une console qui a vraiment très bien marché. À cette époque-là, Nintendo était vraiment le leader, quoi. Enfin, il s'est remis au niveau parce que la Mega Drive avait commencé à lui bouffer un petit peu de terrain. Et donc déjà, premièrement, à quoi ressemble la console? Et apparemment, c'est une question qui n'est pas si évidente puisqu'on voit qu'il y a différentes choses là sur On a le design japonais avec la Super Famicom, qui est exactement le même qu'on aura en Europe. Voilà, alors c'est un design assez simple, donc là, robuste. Donc là, c'est la japonaise là, que tu tiens dans les mains. Voilà, port cartouche, le reset, le bouton power. Ouais, tu peux bien me la montrer là comme ça en face. Voilà. Ok. Avec le bouton d'éjection de cartouche. D'accord. Et finalement, le modèle français, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu. Hein. Tu as juste des petites écritures en plus dessus, notamment sur le port cartouche. Ce qui est assez spécifique, un port d'extension. Alors, on va voir tout à l'heure à quoi il sert, justement, parce qu'on va parler aussi des accessoires. Exactement. Et alors, donc, celle-là ressemblait beaucoup, finalement, au modèle européen, qu'on voit justement ici, voilà. Ça, c'est le modèle européen, donc tu peux nous montrer juste rapidement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait acheter en France. Qui change, voilà. Le design est exactement le même. Alors, Super Famicom au Japon. Et Super Nintendo. Et Super Nintendo aux États-Unis et en Europe, mais alors aux États-Unis avec un autre design, ce qu'on va voir tout de suite. Exactement. Voilà. Alors là, et Super Famicom parce que la première console de Nintendo au Japon, la NES, s'appelait la Famicom. Et non pas la NES. Voilà, c'est la contraction de Family Computer. Ok. Et là, donc le modèle américain, ça ressemblait à quoi? Alors le modèle américain, il a un design complètement différent. Alors là, tout a changé. Qui a été vraiment fait exclusivement pour les États-Unis. Ok. Voilà. Il considérait que le design original était un peu trop jouet. Et que les Américains voulaient peut-être un truc avec un design un peu plus moderne. D'accord. Et alors, en fait, au niveau des cartouches, parce que du coup, on dirait que le slot n'est pas exactement le même, en fait, sur les deux... On peut mettre la japonaise sur l'américaine. Elle rentrerait jusqu'au fond. Mais l'américaine, l'américaine ne rentrerait pas. Voilà, donc là, déjà, tu as une espèce de protection de marché physique. Finalement, ça sert à peu de choses, puisqu'il y a une puce dans les cartouches et dans les consoles de protection régionale. Et alors justement, on va en venir aux accessoires un peu. Et un des accessoires qui a été notamment pas mal utilisé en Europe et peut-être aux États-Unis aussi. Oui, aux États-Unis aussi. C'est le fameux adaptateur là, tu sais, qui te permettait de mettre un jeu. Oui, tout à fait. Alors ça se passait comment? Alors il y a eu différentes générations d'adaptateurs, puisque Nintendo s'est quand même super battu contre ce type d'accessoires. D'accord. Donc en fait, le principe de l'adaptateur qu'on voit là, c'est de mettre un jeu avec la puce régionale correspondant à sa console. Derrière. Et on va tromper le jeu import qu'on met devant. D'accord. Donc quand tu mets ça dedans, la console va lire la puce de protection de son propre marché, mais le jeu de l'autre marché. Ouais, exactement. C'est exactement ce que fait l'adaptateur. Et c'est aussi les débuts de l'import. Parce qu'avant, sur les consoles précédentes, on n'achetait pas beaucoup de jeunesse américain ou japonais. Voilà. On prenait ce qu'il y avait sur le marché. L'import, ça a vraiment débuté à partir de la SNES. Exactement. On commence à avoir la presse qui parle des jeux à l'étranger. Et donc, ça donne énormément envie aux joueurs, parce qu'on commence à avoir un marché qui est friand d'informations. Et donc, ils ne peuvent plus tenir. Et donc, les magasins vont proposer de l'import. Bien sûr, gros décalage au niveau des dates de sortie, ce qui est à l'origine du problème. Et puis, ce qui fait que tu vas vouloir t'en procurer un petit peu ailleurs, quoi. Exactement. Alors, autre accessoire rigolo, là, cette fois, qui n'a plus rien à voir du tout avec la protection des jeux. Puisque là, de toute façon, il n'est même pas question de mettre des jeux de Super NES, mais des jeux de Game Boy. Voilà, exactement. C'est le Super Game Boy. Il y a eu plusieurs modèles sortis, dont celui-là pour les cartouches de Game Boy Color. Et donc, ça permettait à la console de lire les jeux Game Boy et d'y jouer sur la télé. D'accord.
Ce qu'on a revu plus tard avec la GameCube sous une autre forme, quoi. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, ça c'est un outil qu'ils utilisaient en interne chez Nintendo pour les salons, qui n'était pas destiné à la vente. Et finalement, ils l'ont sorti dans le grand public. Voilà. Ok. Alors, un accessoire, alors tout ça, enfin ce qu'on a vu là, on pouvait le trouver en France, hein, que ce soit l'adaptateur, le Super Game Boy, c'était bien sorti chez nous. Par contre, on va voir cette fois quelque chose qui n'est pas sorti en France, et peut-être même pas aux États-Unis d'ailleurs, je n'en sais rien. Donc là, ça dispo uniquement au Japon. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Alors ça, c'est le seul accessoire sorti qui utilise le port d'extension donc de la console. Donc voilà. Celui qu'on a vu qui était en dessous. Exactement, là, en fait, on plug la console dessus. D'accord. Et cet accessoire-là, en fait, est un récepteur de décodeur de données satellites. Parce qu'à l'époque, Nintendo avait proposé un service qui permettait de télécharger dans une cartouche vierge des jeux par satellite. D'accord, donc c'était le début c'était le démat, quoi, clairement, quoi. Tu pouvais acheter tes jeux sur Internet. Il y a des jeux comme Radical Dreamers, qui est une pseudo-suite de Chrono Trigger et d'autres Zelda, un autre Zelda, un F-Zero avec éditeur de circuit. Qu'on a du coup jamais vu en Europe et aux États-Unis. Qui est sorti qu'en Satellaview. Alors, dernier accessoire, alors cette fois c'est vraiment quelque chose de... Enfin là je trouve qu'ils sont allés vraiment au bout de leur idée, quoi, hein, parce qu'on avait le petit zapper sur la NES, donc le pistolet, quoi. Oui. Et là par contre, sur Super NES, ils arrivent carrément avec le bazooka. Ouais, en plusieurs parties. Voilà, en plusieurs parties, voilà, c'est tel le sniper, tu vas carrément pouvoir monter ton bazooka, voilà. Et donc ça marchait avec quoi finalement? Il fallait quand même un petit récepteur. Alors ça, on avait une cartouche de base, avec plusieurs jeux de tir, voilà. Et après par la suite, on a eu quelques jeux qui l'ont utilisé. Mais finalement, c'est un accessoire qui a été où il y a eu très peu de jeux compatibles. Tu nous tires une roquette là? Voilà. Ah, et puis alors ils ont prévu gaucher-droitier, c'est-à-dire que la réticule, tu peux la mettre de l'autre côté. Exactement. D'accord, ok. On peut la changer de place. Ça roule. Alors ensuite, on a fait le tour des accessoires des différents modèles de console et cette fois-ci, on passe à la partie pratique. On va voir un peu ce que la console était capable de faire en matière de jeu. Et en avant, c'est parti pour les démos pratiques, manette en main, avec un blockbuster de l'époque, F-Zero. Alors pourquoi ce jeu a marqué son temps selon toi? Alors ça, c'est le premier jeu en fait qui utilise sur console un effet donc où on aplatit un plan en fait. C'est pas de la vraie 3D, c'est juste un plan qui est en fait aplati en perspective. Ouais. Et c'est une des capacités hard de la Super Famicom. Et c'est le premier jeu qui en met plein la vue. Les F-Zero, quand il arrive, donc on n'a jamais vu ça sur une console Techniquement, avant. Quand tu vois ça, c'est complètement fou, quoi. Oui, ça se rapproche beaucoup des grosses bornes d'arcade Namco, Sega de 86-87. Sauf que là, tu l'as à la maison. Sauf que là, on l'a à la maison, exactement. Alors ouais, certains disaient, ouais, c'est de la 3D, c'est de la 3D. Bon, en fait, c'est pas de la 3D, hein. Comme tu le dis, c'est un plan plat qu'on va mettre en perspective, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est zoomée, voilà, et beaucoup plus petite sur le fond que sur le devant. Donc c'est ça qui crée la perspective en fait sur le plan. Ok, perspective qu'on va retrouver avec Mario Kart du coup, donc ça on verra plus tard. Ouais. Et alors donc ça c'était un processeur spécial qui permettait de faire ça, donc ça on verra ça dans la partie hardware, hein, c'est ça? Oui, elle a quelques capacités comme les bornes d'arcade évoluées de zoom, de rotation, de mosaïque, la Super Famicom, et c'est ça qui va faire la différence. C'est une vitrine technologique que tu vas pas trouver sur la Mega Drive, quoi, typiquement. Exactement. Et voilà pour F-Zero, et là vous avez vu, pour y jouer, on a utilisé le fameux adaptateur de tout à l'heure, puisque le jeu est français, et on l'a fait tourner sur la console japonaise, la Super Famicom. Alors ça c'était un jeu emblématique, et alors un autre jeu emblématique pour toi de la plateforme, c'est quoi? On a Mario Kart, hein, qui est en plus d'actualité, donc le premier épisode. Alors la cartouche japonaise, je la mets directement. Alors on le montre parce que surtout il est lié à F-Zero, puisque à la base Mario Kart était un projet de jeu de course comme F-Zero mais à 2 joueurs, et ils se sont aperçus qu'avec la puissance brute de la console... Ils voulaient faire F-Zero 2 en 2 joueurs. Voilà, exactement. Ils voulaient faire... et ils se sont aperçus que de 100 puces supplémentaires, ils avaient du mal pour le mode 2 joueurs. C'était pas assez rapide, quoi. Voilà, elle n'était pas assez rapide, surtout au niveau du CPU. Et donc ils ont commencé cette mode comme Pilot Wings de mettre des puces qui aidaient le programme et la console. Donc là, tu en as une dans Mario Kart. Voilà, exactement. Voilà. Mais quand même, c'est un peu plus lent et du coup, finalement, ils ont décidé de ne pas faire F-Zero 2, mais de faire un autre titre. Oui, voilà.
Et c'est là qu'est né Mario Kart. Mario en fait. Kart, voilà. C'est des cartes, donc c'est plus lent. Ça permet aussi une stratégie de compétition multijoueur qui est différente, D'accord. avec les bonus à rattraper. Allez, on passe à un autre jeu emblématique de la plateforme. Street Fighter 2. On abandonne un peu le mode 7 cette fois-ci pour de la 2D comme ça sur le côté, un jeu de Ouais, baston. ouais, mais avec un petit effet de line scroll quand même pour le sol. Ok. Et là, ça c'était, à l'époque, c'était un peu foufou quoi. T'avais la borne d'arcade à la maison, chez toi quoi. Bah, soit on achetait la bande d'arcade qu'on trouvait à 3000, 4000 francs, juste le jeu, hein, le PCB d'arcade, D'accord. ou soit on achetait une Super Nintendo avec le jeu. Voilà, et le jeu était quasiment le même quoi, quasiment. Quasiment. Bah, la deuxième version, le turbo, donc, est plus proche, donc c'est celle-là plus proche du jeu d'arcade, mais c'est vrai que c'était le gros carton, c'était le jeu que tout le monde voulait avoir. Ok. Et tous les autres possesseurs d'autres machines l'enviaient. Jalousait les gens Voilà. qui avaient une Super NES. Et c'est pour ça que Nintendo a bien joué d'avoir l'exclusivité pendant quelques mois, parce que ça a mis du temps après pour arriver sur les autres machines. Déjà les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui avec les nouvelles consoles quoi. Tout à fait. D'exclusivité. Ok. Dernier petit jeu cette fois, Donkey Kong Country 2. Alors là on est plus sur la fin de vie de la machine, hein. C'est ça Douglas? Oui, c'est tout à fait. C'est Rare qui a vraiment aidé Nintendo à la fin de vie de la Super NES. En faisant un jeu qui utilisait donc des sprites qui étaient en fait des patterns d'animation pris sur de la 3D précalculée. Donc on avait cet aspect en fait très, très novateur dans l'image. Et c'était destiné en fait à vraiment éblouir le public qui commençait à s'habituer au Parce CD-ROM que à sur cette les autres époque, machines. tu peux te Voilà. trouver une PSX quand même hein, quand tu as ce jeu-là. Oui, voilà. Et puis c'est les débuts de la 3D en arcade, c'est les débuts du CD-ROM. Voilà. Donc on commence à avoir une masse d'images digitalisées. Et là, sur le coup, le fait de les avoir modélisées en 3D, puis après de les avoir convertis en sprite, ça donne un look vraiment de synthèse à Donkey Kong. Ok, alors voilà pour ce qui est des jeux. Maintenant, on va s'intéresser aux entrailles de la machine. Qu'est-ce qui permettait de produire de tels graphismes? Et pour parler du hardware, quoi de mieux qu'une Super NES préalablement démontée? Alors Douglas, quels étaient les composants principaux dans cette machine? On va retirer la carte mère, ça sera plus simple. Ok, Là, je retire les ports. le port manette. Voilà. Et on va regarder la petite carte mère. Donc D'accord. de la Super Famicom. Là, il y a le processeur donc principal, un 65C816, qui a un processeur 8-16 bits. Alors pourquoi 8 bits? Alors parce qu'en fait, il est compatible avec le 6502, qui est le processeur qu'il y avait par exemple sur le Commodore 64 ou sur la Famicom. Ah, Et et donc le but pour eux, c'était... C'était de rendre la Super Famicom compatible avec la Famicom. Mais ça Donc- n'a jamais Non, et existé finalement ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils avaient peur de sortir la console en retard, surtout que Sega prenait de l'avance avec la Mega Drive. D'accord. Et finalement, ils l'ont sorti avec le même processeur, mais sans la compatibilité. Et d'ailleurs, à la base, il devait y avoir un module supplémentaire pour rendre la Super Famicom compatible, Donc, mais qui n'est finalement, jamais sorti. Un handicap technique pour quelque chose qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais été utilisé. voilà. Génial. Exactement. Ensuite, Et ensuite, on a ici, on a les deux puces graphiques donc de la Super Famicom qui proposent dans le monde de la console des effets assez inédits comme le zoom, c'est le fameux la mode 7 mosaïque. qui est là-dedans? Oui, en fait, dans la Super Famicom, il y a 7 résolutions différentes, ce qu'on appelle les modes. D'accord. Donc, et dans chaque mode, on a un nombre de couleurs, un nombre de sprites définis, un nombre de backgrounds. D'accord. Voilà, donc la Super Famicom gère 4 backgrounds, 128 sprites, de 64 par 64 pixels au maximum. Et tout ça, c'est géré par ces deux puces-là. D'accord. Alors ensuite, on passe cette fois au son par exemple? Ah ouais. Alors au son, pareil, on a un couple de puces qui a été conçu par Sony. Tiens donc. Alors le but de ces puces-là, c'était de faire de la qualité CD, mais sans avoir la puissance d'une vraie puce 16 bits, ni d'avoir une mémoire de masse démesurée pour mettre les musiques. Donc en fait, ils ont créé, donc il y a le processeur sonore et le DSP à côté, et ce qui se passe, c'est que les musiques tiennent sur 64K. Et en fait, les samples 16 bits à la base sont compressés par un algorithme qui les réduit vraiment beaucoup pour qu'ils tiennent en 64K. Et après, c'est restitué. Bon,
avec plus ou moins de bonheur. Voilà, mais quand même, pour l'époque, quand tu écoutais le son d'une Mega Drive et le son d'une Super NES ou une Super Famicom, c'était un monde. Quoi. Bah, en fait, c'est très, très différent. C'était une espèce de synthétiseur et dans l'autre cas, ça commençait à être orchestral. C'est très très différent. La Mega Drive, c'est de la synthèse FM, alors que ça, c'était du numérique. C'est la première console à avoir un processeur sonore entièrement numérique. Donc c'était performant comme l'Amiga. quand même pour l'époque. C'était des sons plus réels, donc ça prenait beaucoup plus de place. Mais c'était un autre type de son. Ouais. Et donc la RAM, c'était stocké où là-dessus? Ah bah la RAM, il y en a pas énormément, hein. Il y en a là et là. Voilà, il y a 128 kilooctets de mémoire principale et 64 pour la mémoire vidéo. On l'a vu, la Super NES a fait de belles choses en termes de jeu, elle a une belle vie, mais toutes les bonnes choses ont une fin quoi finalement. Et la console a fini par disparaître. Donc selon toi, qu'est-ce qui fait déjà qu'elle a marqué son temps et pourquoi justement elle a fini par être absorbée par le reste quoi? Je pense que graphiquement, il y a quelque chose qui vraiment a marqué avec la Super NES, c'est que la résolution n'est pas si énorme que ça. Mais elle prouve qu'en fait, c'est le nombre de couleurs qui est plus important pour l'œil humain que la résolution. Et finalement, avoir une console colorée et surtout une des premières consoles à avoir des effets en hard, qui soient des effets qui quand même avaient la classe à cette époque-là, puisqu'aucune autre machine ne les avait, à part les machines d'arcade de base. Et je pense que qui vont être utilisés massivement par les devs qui sont pas obligés de les programmer quoi finalement. Donc ce qui fait que tu vas en voir dans tous les jeux. Oui, tout à fait. En plus, les coprocesseurs vidéo, donc par exemple le Super FX dans Star Fox qui a permis d'avoir de la 3D temps réel, ça c'est des petites révolutions dans le monde de la console. Autant les gens qui avaient des micros ou qui jouaient beaucoup en arcade étaient habitués, autant les joueurs purement console, qui découvraient ça, ils en avaient plein les yeux. Et après là on parle du hard, mais il y a aussi le soft quand même, c'est hyper important pour une console. Et là à cette époque, on parle pas de Sony, on parle pas de Microsoft, Nintendo c'est le maître, on est d'accord. Nintendo, ils ont ça dépend de l'année, ils ont à peu près la moitié du marché de la console. D'accord. Voilà. Et là à cette époque-là, Square leur mange dans la main, clairement. Oui, par exemple Square bien sûr, qui ne sortent que sur Nintendo. Voilà. Ils savent qu'avec Square, c'est bien de les avoir, que Capcom, s'ils font un carton avec Street Fighter 2, c'est bien de les avoir. C'est vraiment une course à l'exclusivité parce qu'ils savent que finalement, même si le hard est impressionnant, c'est les jeux qui font la console. Et un mot sur sa disparition peut-être. Alors évidemment, en fin de vie des consoles 16 bits, on passe au 32, enfin au CD-ROM, etc. Mais pour toi, c'est passé comment la fin en fait? Elle a été exploitée vraiment jusqu'à fin des années 90 parce qu'il y avait une énorme base utilisateur. Ils avaient vendu 50 millions de consoles dans le monde. Donc voilà. Ok Douglas, merci d'être venu sur le plateau pour partager ta passion avec nous, pour échanger du coup, pour nous permettre de découvrir de nombreuses informations sur la Super NES, et également pour avoir pu rapporter quelques périphériques qu'on n'a jamais vus en Europe, comme ce fameux Satellaview qui permettait de faire du jeu des maths déjà à l'époque des consoles 16 bits. On te retrouvera peut-être du coup dans une autre émission quoi. Avec plaisir. Ok, écoute, je te dis salut, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Antiquitech.